Bonjour, bonsoir. Ce qui s'est passé hier soir au American Airlines Center à Dallas est un scandale. Un scandale, presque une faute professionnelle. Les Lakers de Los Angeles ont trouvé les moyens de perdre un match qu'il était absolument impératif de gagner et qui leur tendait les bras. Un match qu'il était impossible de perdre, tant les conditions étaient réunies pour que les Lakers remportent ce match. Or, l'équipe de Los Angeles est arrivée de manière suffisante sur le parquet de Dallas, oubliant que cette équipe est quand même une équipe NBA avec des joueurs professionnels. Résultat, ils se sont fait botter les fesses. Nous allons parler de ce qui pour moi constitue la pire défaite des Los Angeles Lakers dans cette émission. Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Oh Dieu! On pourrait dire honteux. On pourrait presque dire décourageant. Si la saison NBA n'était pas une saison sur 2 demi-années calendrier et sur 82 matchs. C'est ça une saison professionnelle où il y a 82 matchs, il y aura des moments de joie et des moments de tristesse, des moments d'encouragement et des moments de découragement. Hier, c'était l'un de ces moments, clairement. Il faut bien sûr mettre ce match dans son contexte pour comprendre pourquoi il était impératif que les Lakers gagnent ce match. Avant ce match, les Lakers étaient à la 5e position à la conférence Ouest, devancés seulement par l'équipe d'OKC, les Rockets de Houston, les Memphis Grizzlies et les Nuggets de Denver. On part du principe que les 3 premiers sont pour l'instant intouchables. C'est les 3 équipes qui jouent le meilleur basket dans la conférence Ouest. Après eux, Denver jouait hier sans Jokic face à Boston. On savait que ce match était pratiquement perdu pour les Nuggets. Et résultat, effectivement, les Nuggets ont perdu ce match. Il restait bien sûr les Lakers face à un concurrent direct, à savoir le match entre le 5e et le 6e. Et ce match, les Lakers devaient le gagner pour se placer à la 4e place dans la conférence Ouest. Et bien, résultat, les Lakers se sont retrouvés à la 6e place, dépassés, devancés désormais par Dallas. Il faut aussi comprendre le contexte de cette défaite. Il faut se rappeler que l'équipe de Dallas était sur 5 défaites consécutives. Dans la NBA, quand vous perdez 5 matchs d'affilée, c'est qu'il y a un problème profond. Et de fait, le problème profond des Mavs de Dallas, c'est la blessure de leur maître à jouer, leur meilleur joueur, leur candidat MVP, à savoir Luka Doncic. En NBA, lorsqu'une équipe perd 5 matchs d'affilée, ça commence à trotter dans la tête. On commence à cogiter. On commence à se poser des questions. Les coachs commencent à avoir une pression sur leurs épaules. Et c'était le moment pour les Lakers d'appuyer le clou, de ne pas relancer ce concurrent direct qui va bien sûr retrouver Luka Doncic. Mais ce n'est pas tout. Cette équipe de Dallas était aussi sans son 2e meilleur joueur, à savoir Kyrie, le magicien Irving. Vous avez donc 2 joueurs majeurs. Les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, c'est pas comme si c'était 2 joueurs lambda. Il y a des équipes en NBA où leurs 2 meilleurs joueurs sont des joueurs moyens. Mais là, il s'agit de 2 superstars qui étaient absentes hier et dont il fallait absolument profiter de l'absence. Autre effet aggravant, cette équipe des Lakers affrontait une équipe qui était sans son 3e meilleur joueur.
Bien sûr, je sais que ça peut se discuter entre Klay Thompson et Daniel Gafford. Mais Daniel Gafford, c'est pour moi celui qui a fait changer le destin de cette équipe des Mavs avec PJ Washington depuis le trade de l'intersaison. Si vous êtes assidu sur cette chaîne, vous savez que depuis le début, avant que Gafford soit transféré de Washington à Dallas, je disais que c'était l'élément que les Lakers auraient dû aller chercher. Et quand on voit ce que Dallas a cédé pour avoir ce joueur, on peut encore en vouloir au front office des Los Angeles Lakers. Eh bien, hier soir, les Lakers étaient aussi sans Daniel Gafford. Donc, vous avez une équipe qui est sans son meilleur joueur, sans son deuxième meilleur joueur et sans son troisième meilleur joueur. Mais ce n'est pas tout. L'équipe de Dallas était en back-to-back. C'est une équipe qui s'est faite humilier par les Grizzlies il y a 2 jours. Donc vous voyez que c'est absolument insupportable ce qui s'est passé hier soir avec cette équipe des Lakers. Parlons du coaching des Lakers. Dans cette équipe, pour moi, il y a 2 choses qui posent problème. C'est le côté mécanique, le côté prémédité des substitutions, c'est-à-dire des changements, c'est-à-dire de la rotation, qui me pose problème. Ça, c'est un problème majeur parce que peu importe le rythme de l'équipe, LeBron sort au même moment, il passe le même nombre de temps sur le banc et il revient au même moment. Peu importe ce qui se passe, il y a un moment de la durée où il ne sera pas avec Anthony Davis sur le terrain. Peu importe l'urgence, peu importe l'alchimie qui s'est créée entre les 2 hommes. Les substitutions sont toujours les mêmes. Les changements se font toujours au même moment. C'est extrêmement prévisible. Je pense qu'on peut le dire, Udoka et Jason Kidd ont out-coaché JJ Redick ces 2 derniers matchs. D'autant plus que dans ce match, Austin Reeves et Dalton Knecht ont été exploités en défense, ciblés par l'attaque des Mavs. Non pas ciblés par des joueurs élites, mais par Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qui est un joueur qui était aux Lakers l'année passée et qui n'a presque rien produit pour les Los Angeles Lakers. Et qui hier soir était monsieur pratiquement triple-double. 18 points inscrits par lui hier soir, 8 rebonds, 6 passes décisives. L'homme qui a décidé qu'il allait abuser d'Austin Reeves. L'homme qui a ciblé en défense Austin Reeves et qui a mis les fans des Lakers devant une réalité. J'adore Austin Reeves. Vous ne trouverez pas plus grand fan d'Austin Reeves que moi. J'étais le premier à avoir identifié ce gars comme étant un élément intéressant. Mais quand j'entends que De'Aaron Fox peut être disponible et que les fans des Lakers me disent « Eh bien, si c'est pour Austin Reeves, on ne fait pas ce trade. » Eh bien, permettez-moi de vous dire, chers amis, prenez le temps de repenser tout cela. Parce que De'Aaron Fox est un joueur élite. C'est un joueur régulier, c'est un joueur clutch. Si Sacramento dit on veut Austin Reeves et Dalton Knecht, puis Rui Hachimura et les 2 pics de draft, premier choix de draft, l'un des pics protégés, l'autre pas, eh bien, en tant que front office des Lakers, on devrait dire oui. Le seul problème, c'est que Sacramento ne fera pas ce trade. Parce que vous avez quand même un élément comme Austin Reeves qui a clairement montré ses limites au niveau défensif. Et là, nous ne sommes pas encore au playoff. Nous sommes juste pendant la saison régulière et les équipes ont déjà des schémas dans lesquels ils abusent d'Austin Reeves et aussi de Dalton Knecht. Et alors, les line-up où on a Austin Reeves, Dalton Knecht et Rui Hachimura, défensivement, c'est une catastrophe.
catastrophe. Je suis sur le point de regretter le départ de D'Angelo Russell. Alors que j'étais celui qui disait que ce trade allait changer le destin des Lakers. Ça me ramène au coaching staff. Parce que pour moi, les Lakers, telle que cette équipe est constituée, a assez de matos pour gagner ce genre de match. Vous réalisez que les Lakers, face aux équipes qui ont 50% de victoires ou plus, sont à un bilan de 7 victoires pour 14 défaites. Je n'avais pas remarqué cette stat jusqu'à hier soir. Je reprends. Les équipes qui ont un bilan positif en NBA, eh bien face à ces équipes-là, les Lakers de Los Angeles ont un bilan négatif de 7 victoires seulement pour 14 défaites. Eh bien, si j'avais vu cette stat, j'aurais sans doute pas prononcé ce que j'ai prononcé il y a de cela 2 émissions où je disais que les Lakers avaient une équipe pour gagner la NBA dès cette année. Et au fond, je le pense vraiment. Je pense qu'il y a assez de matos, il y a assez de versatilité en défense pour aller titiller les meilleures équipes de la ligue. Et je disais ça après le match face à Atlanta où les Lakers avaient été impressionnants défensivement. Eh bien, c'est ça le problème avec les Lakers, c'est qu'un jour, on comprend l'identité qui se dessine et un autre jour, on ne comprend pas. Il y a vraiment un problème de consistance. Il y a vraiment un problème de régularité. Il y a un problème de caractère. Et c'est là qu'un joueur comme Jared Vanderbilt peut être intéressant. Parce que nous savons que c'est un joueur qui va galvaniser les autres. Le tout, effectivement, il faut qu'il revienne en bonne santé. Il ne faut pas qu'il y ait de rechute. Au fait, Jared Vanderbilt, on a des nouvelles de lui. Il a repris l'entraînement avec contact, c'est-à-dire en 5 contre 5. En tout cas ça, si on entend que dans 2 ou 3 jours, il continue à intensifier son entraînement, eh bien, on pourra dire, enfin, il est sur le point de revenir. Les Lakers hier soir se sont fait bouffer, littéralement, au rebond. 44 rebonds à 33. Ils se sont fait bouffer au rebond offensif. Ça me permet d'aller vers un garçon qui s'appelle Rui Hachimura. Hier soir, il a pris un petit rebond. Vous savez à quel point pour moi c'est insupportable ce constat d'un Rui Hachimura qui ne prend pas de rebond vu l'envergure de ce garçon. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que ça va être difficile pour les Lakers de pouvoir faire un trade. Parce que des gars comme Rui Hachimura ne sont pas au pic de leur forme. Un garçon comme Gabe Vincent n'est pas au pic de sa forme. Gabe Vincent qui par ailleurs hier soir a enregistré la bagatelle de 0 points. Il revient dans son même rythme d'avant sa blessure, c'est-à-dire il est sur le terrain et il ne contribue pas. Certes, il défend, faut dire ce qui est, mais il ne produit pas assez offensivement. Pourtant, JJ Redick continue à lui faire confiance. Et ça me ramène au deuxième problème majeur du coaching staff, c'est le fait de s'entêter avec cette idée d'une rotation de 9 joueurs. Nous ne sommes pas en play-off. Nous pouvons donner plus de chance à d'autres joueurs qui sont disponibles. Nous pouvons ouvrir un peu plus le banc, surtout quand ce que nous faisons ne porte pas ses fruits. Pourquoi Shake Milton n'est pas rentré sur le terrain hier soir? Ça, c'est une question qui pour moi n'a pas de réponse. Le prochain match des Lakers, c'est face aux Charlotte Hornets. Il faut absolument remporter ce match. Mais je ne parierai pas là-dessus parce que si les Lakers sont capables de perdre ce match à Dallas, désormais, je n'ai plus confiance qu'ils gagneront les matchs qu'ils doivent gagner.
Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers qui doivent absolument se reprendre lors du prochain match. Les prochains matchs se joueront à Los Angeles. Il va falloir faire le plein de victoires, toujours dans cette conférence Ouest qui est de plus en plus incertaine. À très bientôt. Ciao.